Qualité. Alors, nous, on poursuit avec notre coach Serge Taïba sur comment bâtir une relation de qualité. Tout à fait. Et nous parlons. Voilà, donc je disais qu'il était important de comprendre qu'on ne va pas avoir des relations de qualité parce qu'on va rencontrer des personnes de qualité, mais parce qu'on deviendra d'abord soi-même une personne de qualité. Et devenir une personne de qualité, c'est devenir en fait ce qu'on veut voir dans nos relations. Ça, c'est très important. La plupart des gens recherchent la paix, mais ils n'ont pas la paix en eux. La plupart des gens, ils veulent du respect dans leurs relations, mais ils ne se respectent pas eux-mêmes. La plupart des gens veulent qu'on les aime dans leurs relations, mais ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc, devenir une personne de qualité, c'est commencer déjà à développer ces qualités-là personnellement. Et quand on les a, naturellement, c'est ce qui va pouvoir influencer nos relations. J'ai l'habitude de dire que soit votre relation devient ce que vous êtes, soit vous devenez ce que votre relation est. Donc, votre relation, si elle est conflictuelle, si vous n'avez pas suffisamment de coffre à l'intérieur de vous, vous allez devenir un homme à conflit, parce que vous allez créer un conflit intérieur. Si votre relation est paisible, ça peut jouer sur vous. Et dans l'autre sens aussi, si vous pouvez avoir une relation conflictuelle parce que vous avez beaucoup de paix en vous, parce que vous êtes suffisamment stable émotionnellement, vous influencez la relation, vous influencez la personne qui est en face de vous. Donc voilà pourquoi je précise, j'insiste sur le fait de devenir une personne de qualité afin de vouloir bâtir des relations de qualité. Alors quels sont les prérequis pour entrer avec beaucoup de sécurité dans une relation? Quelles sont les armes en griffe, les armes positives à avoir pour vraiment s'en tirer à bon compte, si on peut s'exprimer ainsi? Alors, pour moi, pour pouvoir s'en sortir, j'ai parlé tout à l'heure de devenir une personne de qualité, mais ça s'exprime par une forme de compétence. Je veux dire une forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Vous savez, l'intelligence a été définie comme notre capacité à pouvoir nous adapter à chaque situation. Et donc, quand on parle d'intelligence relationnelle, on parle de notre capacité à pouvoir nous adapter à toutes les relations. Et vous savez, c'est vrai que dans chaque relation, il y a toujours un départ. Et donc, au départ, on fait l'effort de connaître la personne, on fait l'effort de définir quand même les enjeux et même les règles de la relation. Mais tout n'est pas toujours dit au départ. Et donc, à l'avenir, on peut avoir des surprises. On découvre de vrais visages. On découvre des choses. Et ça, ce n'est pas le challenge, parce que la plupart des gens pensent que c'est parce que les gens changent. Mais justement, les gens vont changer. Aucun homme n'est appelé à rester stable. L'homme qui est aussi attentionné envers vous aujourd'hui, il ne sera pas forcément quand il aura des pressions financières. Votre mari qui est venu vers vous avec toutes les attentions qu'il faut, mais quand il va être confronté à payer des factures plus élevées, il va être confronté à s'occuper d'une femme, à avoir des enfants, qu'il l'amène à l'école, il ne sera pas forcément dans le même état émotionnel. En ce moment-là, il va changer. Et donc, si vous n'avez pas cette capacité à vous adapter à cette nouvelle réalité, vous aurez l'impression que votre mari ou votre partenaire, il n'est pas bien. Mais en réalité, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment d'intelligence relationnelle pour pouvoir gérer la situation. Voilà. Et comment développe-t-on justement cette intelligence-là? Elle est acquise, innée? Comment bien sûr, il y a forcément une part acquise dedans, enfin une part innée dedans, parce que on est tous avec des dispositions. Donc, il y en a des gens qui naissent avec des dispositions particulières. Je ne pourrais pas forcément l'expliquer, mais il est dit qu'on hérite les gènes de nos parents. Donc, si on a des parents intelligents, naturellement, on aura des dispositions d'intelligence. Et donc, oui, ce sont des choses qui peuvent jouer, mais en réalité, ce n'est pas suffisant. Donc, tout ce qu'on va hériter, le patrimoine génétique ne va pas nous servir pour pouvoir faire face à tous les défis de relations qu'on va avoir. Donc, il faut développer des compétences. Voilà pourquoi on parle de développement personnel. Donc, on développe qui on est, on développe notre vision des choses, on développe notre, on va dire notre maturité émotionnelle, on développe tout en nous. Et là, en ce moment, justement, on commence à être à la hauteur. Quels sont les signes? Quels sont les signes principaux qui déclinent, qui déclenchent le fait qu'on soit sur la bonne voie? Quels sont les signes? Alors, là, j'ai une certaine intelligence relationnelle. Je pense, dans ce que vous dites, qu'il y a beaucoup d'anticipation à avoir aussi. Il faut anticiper beaucoup. Absolument. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans le rêve. Observer le rêve, absolument. Tout à l'heure, j'ai parlé de changement. Le visage béat, on est toujours là. Non, il faut se dire qu'à un moment, et c'est très important, à un moment, ça peut changer. Absolument. Ça peut changer. À un moment, les données ne seront plus les mêmes. On peut être à distance, on peut être sur le même... Voilà. on peut changer de métier, un peu dans le chômage, tout ça. Absolument. Quelqu'un l'a dit, il a tellement bien dit, il a dit la chose la plus constante dans le monde, c'est le changement. Donc le changement fait partie de nos réalités. Les choses vont toujours changer. Ça, il faut s'attendre à ça. Et donc, comme il a dit, comme Aslan dit tout à l'heure, si on n'a pas cet élan d'anticipation, on va être surpris à chaque fois et dépassé par les événements. Donc, il faut anticiper. Il a changé, il est devenu méchant, elle est devenue méchante, elle est mauvaise. Voilà. Alors que, en fait, elle a toujours été comme ça. C'est vous qui avez changé. C'est vous qui n'avez pas anticipé assez. Voilà, c'est vous qui n'avez pas anticipé. Mais en fait, le changement, on ne pourra pas l'éviter. La façon dont une personne réfléchit... quand elle a... pas linéaire. Voilà, la façon dont une personne réfléchit quand elle a 20 ans, ce n'est pas la même manière de réfléchir quand on a 30 ans, ni quand on a 40 ans, 50 ans. Donc, le changement va venir. Mais voilà pourquoi j'ai parlé d'intelligence relationnelle. Notre capacité à nous adapter à chaque phase de changement de la relation, c'est là maintenant qui détermine voilà, comment on peut gérer la relation. Alors, pour en tout cas poursuivre sur la même lancée que Marco, dites-nous, quels sont les indicateurs d'une bonne relation?
Les indicateurs d'une bonne relation, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas d'abord une relation où tout est linéaire, où la stabilité est parfaite à tous égards. Non, ce n'est pas d'abord ça. Parce que ces chamboulements qui arrivent par moments sont des éléments qui permettent à la relation de gagner en maturité. Donc ça, il ne faut pas s'attendre à ce que la relation soit parfaite. Non, ce n'est pas ça le challenge. Mais je pense que les indicateurs, c'est d'abord la paix que la plupart des gens dans les relations, les concernés ont. Est-ce que ces personnes-là sont en paix? Est-ce que ces personnes-là ont suffisamment de joie de participer à la relation? Donc ça, pour moi, c'est d'abord les indicateurs premiers. Est-ce qu'on est en paix? Est-ce qu'on est épanoui dans la relation? Après, il y aura forcément des difficultés par moment, mais on pourra les surmonter si on a suffisamment de paix en soi. Comme j'ai dit, soit la relation devient ce qu'on est, soit nous, on devient ce que la relation est. Et une donnée très importante également, c'est la sincérité. Absolument. La sincérité. La sincérité. Il faut être vrai. Il faut être vrai, mais pas d'abord avec les gens. Et donc, cette avec soi-même. authenticité, il faut l'avoir avec soi-même. Être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même. Et si on n'est pas honnête avec soi-même, ben on va naturellement mentir aux gens. On va même pas faire exprès. On va mentir aux gens parce qu'on n'est pas. Voilà. Ah, justement, en parlant des VI, comment détecter tout de suite ce caractère-là chez certains? Alors, deux choses importantes ici. Les VI, il y en a. Les gens bien, il y en a. Alors, vendeur d'illusions. l'idée, moi, je ne vais pas vous dire comment détecter les VI parce que ce n'est même pas nécessaire de chercher à détecter les VI. Je vous parlerai d'attirer à vous des gens qui sont comme vous. Parce qu'en réalité, les gens... Jamais. Les détecteurs de VI. Les gens que vous attirez dans votre vie sont très souvent au même diapason que vous. Ce sont des gens qui, on va dire, de la même nature que vous, en quelque sorte. Donc, si vous montrez que vous aimez les VI, c'est toujours eux qui viendront vers vous. Voilà, s'ils viennent vers vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous qui ressemble à ça. Il y a du véisme en vous aussi. Mais si vous êtes quelqu'un de vrai, quelqu'un de bien, que vous avez foncièrement un cœur bon, il y a toujours de bonnes personnes qui vont venir vers vous. Absolument. Et deuxième élément important, j'ai parlé de deux choses importantes ici. Deuxième élément important, c'est que bien sûr, vous allez attirer des gens qui sont comme vous, mais ils ne seront pas toujours parfaitement comme vous. Donc, il y aura des différences. Là, en ce moment, ce qui va jouer ici, c'est de comprendre que les gens deviennent avec vous ce que vous pensez qu'ils sont. Vous savez, la plupart des gens, ils disent non, il est comme ça. Non, il n'est pas gentil, il n'est pas patient, il est nerveux, il n'est pas honnête, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Et des gens s'amusent à aligner des qualificatifs par rapport aux gens à qui ils ont affaire. C'est qu'ils ne comprennent pas. Quand vous dites quelque chose de quelqu'un, c'est bizarre, mais c'est ce qui arrive. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire, vous êtes dans une relation avec votre femme, et votre femme peut-être, par des concours de circonstances, elle sort des comportements qui sont peut-être, on va dire, ponctuels ou circonstanciels. Et vous prenez ces comportements-là et vous lui attribuez ça en tant que nature. Vous dites c'est comme ça qu'elle est. Alors qu'en réalité, quand vous continuez à dire que c'est comme ça qu'elle est, elle va continuer à manifester ça. Comme l'alchimiste le dit, hein, quand vous voulez quelque chose, la terre entière conspire à ce que ça se réalise. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement de se dire, les gens vont devenir ce que je pense d'eux. Donc, si je veux que ma femme soit douce, même si elle manifeste des comportements qui sont contraires à la douceur, je commence à la voir comme une femme douce et je commence à dire d'elle, à la qualifier de femme douce. Si je veux que mon mari soit quelqu'un d'attentionné, même si le monsieur, il est tout le temps parti, il ne s'occupe pas de moi, au lieu de commencer à juger ce que je vois, parce que la réalité, en réalité, n'existe pas. La réalité n'existe pas, sinon ce n'est qu'une question de perception. C'est une vue de l'esprit. Donc, c'est une vue de l'esprit. Donc, au lieu de dire que non, mon mari, il est comme ça et de le qualifier comme ça, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il soit attentionné, je veux qu'il soit doux, je veux qu'il soit à mes soins. Je commence à le voir comme ça et je commence à dire ça de lui. Là, en ce moment, ma façon de penser, ma façon de dire, ma façon de parler, l'influence, il devient justement comme je veux qu'il soit. Ça, c'est bien dit en théorie, mais dans la pratique de tous les jours, c'est compliqué des fois. Oui, hein. Alors, je vois dans ce que vous dites qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de patience à avoir, mais vraiment la patience avec un grand P. C'est la patience de l'anticipation, la patience de la réalité et la patience de s'accepter. C'est un exercice, j'ai envie de dire que la patience est l'une des qualités, et peut-être la qualité la plus importante dans la vie d'un homme, que ce soit dans une carrière ou même dans la gestion d'une relation, mais en même temps la denrée la plus rare. La patience est la chose qu'on trouve le moins chez les gens. Et si on n'a pas de patience, il y a des résultats qu'on ne peut pas avoir. Vous savez, la notion de temps est un élément très important dans tout processus de croissance. Un enfant qui est procréé, à partir d'un moment, il va sortir 9 mois après. Une graine que vous jetez dans la terre ne sort pas, ne produit pas les fruits le même jour. Donc la patience est un élément essentiel. Quand on veut bâtir des relations, on parle de bâtir. Quand on bâtit, il y a des fondations à mettre, il y a des gros œuvres, il y a plein de choses à faire, il y a tout un processus. Donc quand on veut bâtir une relation, il faut du temps. Et ce temps-là va demander qu'on soit patient pour voir certains résultats. Est-ce que ce n'est pas justement cette absence de patience-là qui gâche bon nombre de relations? Ah oui, je pense de nos jours. Oui,
Et la plupart des gens sèment des graines, c'est-à-dire, ils veulent, on le dit, aujourd'hui, les techniques existent. Les gens, il faut être attentionné, il faut être ceci, il faut être cela. Les gens l'appliquent plus ou moins. Mais pourquoi ils ne voient pas les résultats? Parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre. On vit dans une génération fast-food. Et donc, les gens veulent tout de suite. Et je pense que c'est nos réalités, nos évolutions technologiques qui nous ont influencés. Alors que l'univers n'a pas changé, l'univers est resté le même. On ne va pas dire parce que le monde a changé, nous les hommes, on a changé nos cultures, notre manière de fonctionner, que l'univers va changer. Il est resté le même, les principes restent les mêmes. Voilà, donc les choses qui prenaient 5 ans vont continuer à prendre 5 ans. Ce n'est pas parce que la technologie évolue que les femmes ne font plus 9 mois pour accoucher. Elles font toujours les 9 mois. Donc ça, on ne peut pas éviter ça. Voilà, donc il faut avoir de la patience pour avoir certains résultats. Alors, de manière pragmatique, dans différentes relations, j'ai une relation de travail professionnel avec Marco, je peux avoir une relation, j'ai une relation amoureuse, je suis mariée, j'ai une relation d'amitié. Comment cela devrait, on va dire, se développer, se décliner, fonctionner? Alors, j'ai une chose que je dis assez souvent, c'est que notre mission dans une relation, ce n'est pas d'abord pour recevoir, c'est pour donner. Alors, je pense que la plupart des gens n'ont pas cette culture. Et l'objectif dans une relation, c'est vraiment de donner. Quand je me mets en relation avec quelqu'un, ma question tout de suite, c'est comment je peux aider cette personne à évoluer? Comment je peux aider cette personne? Qu'est-ce que je peux apporter à la personne? Et c'est tout le contraire qu'on voit aujourd'hui. La plupart des gens entrent dans les relations pour recevoir quelque chose. Ils tissent des relations parce qu'ils se disent, bon, ce monsieur-là va me permettre d'avoir des opportunités. Celui-là va me permettre de pouvoir me satisfaire à certains niveaux. Celui-là va me permettre d'avoir de la valeur auprès des gens. Et on ne pense seulement qu'à recevoir. En général, vous savez que l'un des principes les plus anciens de notre monde, c'est que pour recevoir, il faut donner d'abord. Absolument. Donc les gens veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner. C'est une manière de violer les lois de la nature. Sans rien attendre en retour. Comme dit l'artiste, sans rien attendre en retour. Alors, c'est ça le don de soi. Absolument. J'allais en venir. C'est une des clés fondamentales également de toute relation. Absolument. Parce qu'on assiste de plus en plus de nos jours à des relations tellement intéressées et des gens qui profitent tellement. Voilà, il faut le don de soi, il faut se donner. Oui, absolument. Il faut se donner. Tout le monde ne va pas comprendre ça, tout le monde n'a pas compris ça parce que tout le monde n'a pas été éduqué dans le même, on va dire, n'a pas été éduqué de la même manière. Donc, il y a des gens qui ont grandi dans un environnement où on leur a fait voir les choses comme ça. Ouais. Il faut bâtir des relations. Ils reproduisent. Voilà, il faut penser qu'à soi. Voilà, il faut penser qu'à soi. Donc, ça peut être culturel, éducationnel. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait des leaders. Pour réussir une relation, on n'a pas besoin de 2 leaders, on a besoin d'un seul leader. Donc, s'il y a un leader dans la relation qui a compris les choses et que lui, il peut impulser le mouvement, il peut influencer l'autre. Comment on reconnaît le leader dans une relation? Alors, le leader d'une relation, il doit lui-même se reconnaître. Serge, vous ne nous aidez pas. Ah, ben oui, il y a beaucoup de philosophie là-dedans. Alors, non, je veux dire, oui, on peut reconnaître un leader dans une relation. Le leader dans une relation, c'est celui-là qui a une plus grande capacité d'influence. Vous savez, quand il veut ou pas... Excusez-moi, ma réalisatrice me dit quelque chose de très intéressant. Oui. Le leader, c'est celui qui accepte tout, qui a un dos large et qui prend sur lui. Absolument. Ça, c'est vraiment des caractéristiques. Bravo, Christelle. Merci, Christelle Akoussa. C'est justement ça. Mais le leader, c'est celui-là qui a cette capacité d'influence. Mais justement, pour pouvoir influencer les autres, il faut avoir du recul. Il faut vous mettre au-dessus de certaines futilités. Si vous n'avez pas cette capacité de vous mettre, de vous élever au-dessus de certaines choses, vous ne pourrez pas influencer les gens. Ça, c'est très important. Ah oui, s'élever. Voilà, s'élever Prendre du recul. Tout à fait. Et puis l'humilité aussi intervient là-dedans. Oui, ça demande de l'humilité forcément. Ne pas prendre tout au premier degré. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir vous insulter dans la relation. Répondre du tac au tac. Mais vous vous calmez, vous regardez la personne et vous lui dites « je t'aime ». Voilà. C'est pas facile à faire, mais c'est possible. C'est possible. Oui, c'est le plus important. Moi, je retiens le terme. On le fait des tempéraments forts, des caractères forts. Mais pour ça ne veut pas dire forcément qu'ils ne sont pas des leaders, mais il faut avoir des aptitudes, développer cela. Absolument. Allez, Serge, je développe. Exercice concret, Serge. Nous, Oui. on aime ce qui est concret. Allons-y. On va prendre caractère par caractère. Oui. Quelqu'un qui est introverti, comment on fait avec lui? Alors, quelqu'un qui est introverti, naturellement, c'est on va dire, j'ai envie de dire, c'est une déformation, on va dire, peut-être éducationnelle, oui, ou culturelle. Des influences de son voilà, ce sont des influences, c'est des choses que les gens développent avec le temps. Mais déjà, le plus important ici, ce n'est pas de changer l'autre, parce qu'en réalité, on n'a pas ce pouvoir-là de changer les autres. On ne peut pas changer les autres. Ce qu'on peut faire, c'est d'aider les autres. Et en ce moment, nous qui ne sommes pas introvertis, qui avons nos qualités, on les manifeste, espérant que ça aide. Parce que l'introversion aussi, ce n'est pas quelque chose de négatif, à tout point de vue. Il y a du positif dedans. Donc, on laisse la personne telle qu'elle est. Maintenant, si ce caractère-là ne sert pas à la personne dans sa carrière, dans ce qu'elle fait au quotidien ou dans ses relations, il va s'en dire que, bien sûr, c'est quelque chose qu'elle va devoir penser à changer. Et en ce moment-là, nous, on va donner l'exemple à la personne
Et quand la personne, à un moment donné, va rencontrer beaucoup de difficultés, viendra vers nous pour dire « Ah, ben c'est compliqué, qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, en ce moment, on sera prêt maintenant à donner soit des conseils, soit à lui dire « Écoute, voici comment moi je fonctionne », lui partager notre expérience pour amener la personne aussi à voir les choses différemment. Et à contrario, quelqu'un qui est vraiment débonnaire, qui met une ambiance partout, peut-être que ça peut ne pas plaire à certains, celui elle aime toujours se faire voir et tout. Comment ça se passe avec cette personne? Non, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut laisser les gens être ce qu'ils sont. S'exprimer. Il faut laisser les gens accepter tels quels. Les accepter tels qu'ils sont. Parce que même pour changer une personne, tant qu'on ne l'accepte pas, on ne peut pas la changer. Il faut d'abord l'accepter telle qu'elle est. Et en ce moment-là, s'il y a des améliorations à faire, on va travailler là-dessus. Mais il faut d'abord accepter la personne telle qu'elle est. Donc, peu importe le caractère que la personne a, moi, je la prends telle qu'elle est. Ensuite, si son caractère, moi, n'a pas d'impact négatif sur moi, pourquoi changer? Et en général, si la personne essaie d'avoir une influence négative sur moi, je vais réagir. Je vais soit communiquer avec la personne pour lui dire non, ça... Et si la communication est difficile, il y a des personnes qui ne communiquent pas de manière, on va dire, fluide. C'est compliqué. Dans ce cas-là, on est en retrait, on l'isole, comment on fait? Alors, je dis souvent qu'il n'y a pas de personne impossible à convaincre. Il n'y a juste que des moyens de communication inadaptés. Donc, peu importe la personne qui est en face de vous, elle ne peut pas être quelqu'un, je ne sais pas si ça se dit, mais elle ne peut pas être quelqu'un d'inconvaincable. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un type de communication qui s'adapte à elle. Donc, c'est ça qu'il faut trouver. Et là, en ce moment, quand vous trouvez ce moyen de communication qui s'adapte à la personne et vous l'adaptez à la personne, naturellement, ça va produire du résultat. Donc, si la personne est fermée à la communication, c'est à vous de réfléchir, d'observer un peu plus et de dire, mais comment je peux amener cette personne-là à pouvoir me comprendre dans ce que je dis? Dans la communication, dans les relations, il y a beaucoup le volet gestuel également qui joue beaucoup. Le gestuel, l'attitude. Et ça, c'est important? Très important, parce que vous savez, contrairement à ce que les gens croient, les mots ne comptent que pour 13% dans tout le système de communication d'un individu. Donc, quand on parle aux gens, ce ne sont pas nos mots qu'ils entendent. Quelqu'un l'a dit, ce que vous êtes parle tellement fort que j'ai du mal à entendre ce que vous dites. Parce que notre attitude, notre gestuelle, notre expression de visage, tout ça nous donne un message déjà à la personne. Et souvent, on dit à quelqu'un, viens ici. Alors, j'aurais dit, viens ici s'il te plaît. C'est différent. Donc, ce sont les mêmes thèmes qu'on a utilisés. Il y a le timing, il y a le sourire qu'on met avant ou après. Tout il y a l'intonation. Et justement, c'est ça qui permet. Et la plupart des gens se disent, mais je n'ai rien dit de mal, j'ai rien dit de mal. Vous savez ce que vous avez dit? Je n'ai rien dit de mal. Il ne comprend pas pourquoi l'autre est fâché. Effectivement, il n'a rien dit de mal, mais qu'est-ce que vous avez exprimé avec toutes les composantes de votre personne? C'est ça qui est important. Donc, on peut ne rien dire de mal, mais exprimer quelque chose de mal. Et là, en ce moment, ça va causer des problèmes dans la relation. Wow. D'accord. Donc, faire attention à son aspect visuel, absolument, à ce que l'on renvoie en tant qu'individu. Tout à fait. Et ça demande d'avoir une bonne connaissance de soi. Parce que si on ne se connaît pas, on ne va même pas savoir ce qu'on est en train de... Mais comment justement se connaître? Alors, ça, c'est un travail justement auquel on n'a pas été, on va dire, formaté et coaché depuis l'enfance. On n'a jamais pensé à ça. Pour nous, se connaître, c'est savoir qui on est, de quelle famille je viens, de quelle nationalité je suis. Voilà. Et donc, ce sont des indicateurs assez erronés quand même pour se connaître. Se connaître, on a plusieurs dimensions, nous les hommes. On n'est pas que corps physique, on a un corps émotionnel, on a une âme. Donc, c'est vraiment de connaître ce monde intérieur-là. Parce que ce monde extérieur, juste avec un miroir, je peux tout découvrir en 5 minutes. Je prends un miroir, je mets là, je vois tout ce que j'ai. Alors, il suffit de demander aux gens, je peux avoir toutes les informations sur moi. Mais ce qui se passe à l'intérieur de moi, personne ne voit. Et là, en ce moment, ça va me demander d'avoir une exploration intérieure. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les gens qui sont devenus experts dans les domaines, ce qu'ils ont fait, ils ont juste fait des enquêtes, ils ont juste appris, ils se sont intéressés à la chose. Donc, si vous voulez vous connaître intérieurement, prenez le temps de vous explorer intérieurement, prenez le temps d'avoir du temps pour vous-même. Vivez à partir de l'intérieur. Quand vous levez les matins, votre réflexe, c'est de sortir de la maison, qui est là, qui n'est pas là, quelles sont les nouvelles du pays. Les gens sont connectés à l'extérieur, ils sont connectés à l'environnement, ils ne sont pas connectés à eux-mêmes. Donc, c'est des exercices qu'il faut faire, fermer les yeux souvent, respirer un peu, écouter ses émotions, écouter quelles sont les pensées qui me passent par la tête, est-ce que je me sens bien, est-ce que je ne me sens pas bien, retrouver cette harmonie avec soi-même. Et là, en ce moment, on commence à se découvrir. C'est un voyage, je veux dire, qui peut prendre toute la vie, mais qui vaut la peine d'être... Et surtout, Serge, s'abreuver également des expériences qu'on a vécues. Parce que la vie, c'est forcément expérience. Absolument. Et justement, toutes ces expériences-là sont en nous, en fait, en termes de mémoire. Et deviennent nous-mêmes. Ils deviennent nous. Donc, justement, comme je dis, quand on s'explore, tout ça, ça revient. On commence à refaire, en fait, on va dire, l'actualité avec toutes ces choses-là. Et on commence à découvrir ce qui se passe en nous, ce qui est en nous, nos blessures, nos faiblesses, nos peurs. Et quand on découvre ces choses, on peut maintenant commencer à travailler sur elles. Parce que si on ne les connaît pas, on les ignore complètement, on ne pourra jamais rien faire. D'accord.
Donc, en somme, selon le milieu dans lequel nous nous trouvons, il faut observer et étudier ce milieu-là pour appréhender la bonne communication. Absolument. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de personne impossible à convaincre, il n'y a que des moyens de communication inadaptés. Les clés pour bâtir, mesdames et messieurs, des relations de qualité. Alors, Serge, autre exercice, on aime les exercices pratiques. Hein. Ah oui. Il y a des gens qui sont complexés face à des personnalités. On peut avoir un ami qui a une personnalité. Et ce genre de relation-là, est-ce qu'il y a des spécificités inhérentes? Oui, ça peut causer des gênes, je pense. D'accord. Ça peut causer des gênes. Et s'il y a gêne, c'est qu'il y a blocage. Ça crée des blocages et donc il n'y a pas épanouissement. Voilà, donc oui, ça peut causer des gênes. Ok, premier cas. Deuxième cas, très riche et très pauvre. Est-ce que l'amitié est possible, hein? Est-ce que les relations... voilà, est-ce que ça peut être sincère de nos jours? Une relation entre quelqu'un de très riche, quelqu'un de très pauvre et vraiment... Alors, je pense que déjà, ce qu'on va devoir faire, c'est peut-être de définir même la notion de richesse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'échelle des valeurs. L'échelle des valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, ce qui est important pour lui. Et moi, j'ai rencontré récemment un milliardaire qui est... Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas du tout. Vous avez son numéro? Alors, je ne le connaissais pas avant. C'était pour donner à... C'est quelqu'un que j'ai rencontré un peu par hasard et qui avait demandé à discuter avec moi. Il apprécie ce que je fais, il avait demandé tout cela. Mais il dégageait une telle humilité, une telle simplicité que pour moi, j'avais affaire à quelqu'un d'ordinaire, comme on dit. Et en discutant avec lui au rendez-vous, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très lourd, comme on dit chez nous, et qui a de très grosses relations. Et quand j'ai commencé à faire le feed, enfin, quand j'ai commencé à regarder un peu en arrière, l'attitude qu'il a eue depuis le départ de notre relation jusqu'à ce rendez-vous-là, je ne croyais pas mes yeux. Et c'est comme ça qu'il est, en fait. Mais oui. Et bien sûr, c'est comme ça qu'il est ou bien c'est comme ça qu'il a toujours été? Je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai vu. Il y a une nuance, hein? Mais c'est comme ça qu'il est. Pourquoi? Parce que pour lui, l'argent ne le met pas au-dessus des autres. Donc ça peut être... C'est d'abord culturel. Voilà pourquoi j'ai parlé d'échelle des valeurs. Donc ceux qui vont se retrouver, le riche et le pauvre, tout va dépendre de comment le riche considère sa richesse et comment le pauvre considère sa pauvreté. Parce que je peux ne pas avoir d'argent... Le pauvre voudra être riche aussi un jour. Hein. Il ne voilà, pas rester... Non, il y a des pauvres... je suis désolé, il y a des pauvres qui sont dignes dans leur pauvreté. Oui, ça n'enlève pas la dignité. Qui n'ont pas cette volonté-là forcément. Parce qu'il y a des gens qui savent, en se connaissant bien sûr, que si moi j'ai trop... Si moi j'ai trop, je vais changer de caractère. Donc je préfère être vraiment dans le moyen là. Non, il y a des gens comme ça. Tout le monde aspire à mieux être. Et c'est même biblique. Il y a des gens qui prient, par exemple, Seigneur, donne-moi le minimum, ne me donne pas trop, parce que ça peut me faire perdre la tête. Oui, le minimum, mais le seuil de pauvreté... Allez-y. Voilà. Non, ce que je veux dire... En ce qui me concerne, je comprends, j'utilise le terme pauvreté pour expliquer des choses dans un contexte. Je parle dans le cadre du coaching, pas dans le cadre humain. Oui, mais pour moi, il n'y a pas de personne pauvre en réalité. D'accord. Parce que la pauvreté, ce n'est pas d'abord parce que je n'ai pas d'argent, ce n'est pas d'abord parce que je n'ai pas de biens matériels. La pauvreté, c'est quand je n'ai pas encore pris conscience de mon potentiel. Parce que la richesse, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur, c'est cette pauvreté spirituelle-là. Celui qui en a, mais qui ne sait pas qu'il en a. Vous voyez, donc on a tous un potentiel qu'on peut exploiter, qu'on peut mettre en avant pour produire de la richesse. Et quand on ne considère pas ça et qu'on regarde sa condition sociale, on aura l'impression qu'on est pauvre. C'est là qu'on sera complexé quand on va rencontrer quelqu'un de riche. Voilà. En somme, comment bâtir des relations de qualité? Alors, bâtir une relation de qualité, c'est devenir d'abord des personnes de qualité. Ça, c'est important. Être une personne de qualité, ça va nous permettre de développer ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle, c'est notre capacité à pouvoir nous adapter à chaque relation. Et ça demande un développement personnel. Parce que si je ne me développe pas, je ne peux pas développer mes relations. Donc, il faut que je m'améliore. Il faut que je travaille sur moi. Il faut que je travaille sur ma consistance émotionnelle, sur mon développement spirituel. Il faut que je devienne une personne qui arrive à mieux réagir devant les situations, qui arrive à prendre du recul, à devenir tout simplement un leader. Et quand on est un leader, on peut influencer nos relations. Et nos relations deviendront ce que nous on est au lieu que nous on devienne ce que nos relations sont. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patience, don de soi, intelligence relationnelle, développement personnel. Il faut vraiment beaucoup d'observation. C'est un peu le condensé de ce que nous venons d'évoquer avec vous. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous parlerons de quoi? Alors la semaine prochaine, on va voir et on vous dira. D'accord.